voilà, nous le remercions chaleureusement d'avoir organisé avec toute son équipe cet événement. L'alimentation aujourd'hui est un véritable enjeu de société. Il en va à la fois de notre économie, mais aussi et surtout de notre santé. Nous avons tous conscience que pour bien vieillir, il faut bien manger, mais c'est effectivement plus facile à dire qu'à faire. Notre alimentation a énormément évolué au fil des siècles et aujourd'hui, comprendre ce que contient un produit que l'on veut consommer requiert un savoir et une curiosité que nous sommes très peu à avoir. En tout cas, moi, je ne l'ai pas beaucoup. Voilà pourquoi le service des seniors de la ville de Marseille a voulu rassembler lors de cette conférence 2 nutritionnistes émérites qui vont nous éclairer sur nos comportements alimentaires, démêler le mauvais du bon et nous conseiller pour que se nourrir sainement rime aussi et surtout avec plaisir. Alors, je suis très heureux de vous présenter cet après-midi, ici à ma droite, le docteur Sylvain Molinier. Vous êtes gériatre, médecin interniste. On peut l'applaudir pour le remercier de sa présence. Absolument. Docteur Molinier, vous travaillez au sein du centre de prévention Agirc-Arco de Marseille. À vos côtés, monsieur Jérémy Abba, vous êtes diététicien et vous participez aux actions de l'ACEPT PACA. Vous intervenez notamment sur le bien vieillir. Mais bien sûr, mais j'avais pas fini. Merci, bonjour à tous. J'ai ma chauffeuse de salle devant, c'est super. Et je vais révéler une petite chose, c'est que, qui est intéressante, c'est que vous étiez anciennement cuisinier en EHPAD et du coup vous avez fait un grand bond vers, encore une fois dans l'alimentation, mais cette fois en tant que nutritionniste. Messieurs, nous allons échanger sur ce sujet de l'alimentation ô combien passionnant jusqu'à 16h. Ensuite, je tendrai le micro vers la salle pour recueillir vos questions. Nous terminerons cette rencontre à 16h30 et nous nous retrouverons ensuite tous autour d'une collation, histoire de passer de la théorie à la pratique. Voilà, docteur Molinier, nous allons commencer avec vous cette rencontre. Installez-vous tranquillement, allez-y. Docteur Molinier, j'aimerais qu'on parle d'abord de la physiologie et de l'alimentation, c'est-à-dire que quand on mange, on répond d'abord à un besoin du corps. Bonjour, merci de me donner la parole. Donc, je vous remercie tous d'être venus à cette conférence. Je remercie aussi les organisateurs de m'avoir convié à l'animer avec monsieur Ama. Donc, je travaille au centre de prévention du bien vieillir à des caisses de Agirc-Arco. Et donc, cette conférence a pour but de nous aider à mieux vieillir et à bien vieillir. Le thème, c'est bien manger pour bien vieillir, parce qu'on va le voir, pour bien vieillir, la nutrition est extrêmement importante. Donc, le but, c'est de vieillir comme ces 2 Gaulois qui sont ici derrière moi et qui vont avoir 65 ans aujourd'hui. Comme vous voyez, ils sont toujours en très bonne forme, même si celui de droite, effectivement, a un petit embonpoint. Voilà. Il est plus en forme que les autres. Voilà. Donc il faut essayer plutôt de ressembler à celui de gauche qui m'a l'air d'avoir un morphotype approprié. Donc... Alors, juste un peu de généralité d'abord, avant de parler de bien vieillir, parce qu'on vieillit beaucoup en France, c'est ce qu'on appelle l'espérance de vie. Vous savez que ça a beaucoup progressé. L'espérance de vie était à peu près de 50 ans dans les années 1900. On est maintenant à plus de 80 ans. Les sources officielles en 2023 donnent une espérance de vie moyenne à la naissance aujourd'hui, donc pour les femmes qui naissent aujourd'hui en France, de 85 ans. Donc on est à la 2e place de l'Union européenne derrière l'Espagne, et pour les hommes, c'est presque 80 ans. Les Français sont un petit peu moins bien placés puisqu'on est à la 10e place. Ce qui est important aussi, c'est l'espérance de vie moyenne quand on est arrivé à 65 ans. On sait que quand on est arrivé à 65 ans en France, l'espérance de vie est de 23 ans pour une femme, c'est-à-dire une espérance de vie de 88 ans, et pour un homme, une espérance de vie de 84 ans, mais ce ne sont que des moyennes. Il y a énormément de centenaires en France. Donc le nombre de personnes âgées, on va dire de plus de 65 ans, augmente régulièrement depuis quelques décennies. Aujourd'hui en France, en tout cas en 2022, les plus de 65 ans représentaient 21% de la population. En 2050, les seniors de plus de 65 ans représenteront plus du quart de la population française. Alors ça, c'est la quantité de vie, mais ce qui est important, c'est de vieillir en bonne santé, ce qu'on appelle la qualité de vie, c'est-à-dire la vie sans incapacité en France. Donc il y a une définition, c'est l'espérance de vie sans incapacité. Ça correspond au nombre d'années que peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes. Les activités quotidiennes, c'est les activités justement de faire la cuisine, de faire ses courses, mais c'est aussi de pouvoir voyager, de faire des activités physiques.
Donc quand on arrive à 65 ans, l'espérance de vie sans incapacité est de 12 ans pour les femmes et de 11 ans pour les hommes en 2021. Alors, là aussi, ce sont des moyennes. Il y a des centenaires qui sont en parfaite santé, qui ont énormément d'activités et qui continuent à voyager, par exemple. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce que certains disent, la majorité des personnes âgées vieillissent dans de très bonnes conditions d'autonomie. Vous voyez, seuls 8% des plus de 65 ans, des plus de 60 ans sont dépendants et 20% des plus de 85 ans. Alors, il y a des actions. Donc, cette qualité de vie, on a des actions qu'on peut mener pour améliorer notre qualité de vie ou en tout cas la sauvegarder. Donc, ces actions, elles sont, vous voyez, elles sont extrêmement importantes pour ce qu'on appelle le déterminant de notre santé. On peut agir aujourd'hui pour rester en forme demain. Sur ce camembert qui est précisé ici, c'est ce qui permet de vivre en bonne santé. Finalement, l'hérédité joue très peu dans notre santé. Vous voyez que sur ce camembert, elle joue pour 16%. 10% de nos déterminants de la santé sont liés au système médical qui nous environne, le fait de bien se soigner. 21%, c'est notre environnement, donc c'est le lieu où on vit, sur lequel on peut plus ou moins avoir un effet, mais surtout 50% de notre déterminant en santé, c'est notre mode de vie. C'est-à-dire le fait justement de bien manger, de fumer, de boire ou ne pas boire, de faire des activités physiques, de sortir. Tout ça, c'est notre mode de vie et c'est ce qui est le plus important pour vieillir en bonne santé. Ce sont ce qu'on appelle des facteurs modifiables qui sont sous notre contrôle. On le voit ici sur cette diapositive, à la naissance, on a tous des facteurs génétiques qui sont différents et qui vont nous amener à vieillir d'une façon différente. Mais au cours de notre vie, en changeant notre environnement et surtout notre mode de vie, on peut aboutir vers un vieillissement normal, voire un vieillissement optimal. Et ces changements de mode de vie sont bénéfiques à tous âges de la vie. Il ne faut pas se dire j'ai 65 ans, j'ai 75 ans, j'ai 80 ans, ce n'est pas la peine que je change mes habitudes, même si elles sont mauvaises, j'en aurai pas de bénéfices. Non, on a des bénéfices quel que soit l'âge. On peut arrêter de fumer à 80 ans, on en aura des bénéfices. On peut reprendre une activité physique très tard, on en aura des bénéfices. Donc on peut, si on est dans un état qu'on appelle fragile, on peut redevenir robuste si on change son mode de vie. Donc le mode de vie, je vous en ai parlé, mais donc les éléments importants du mode de vie, il y en a plusieurs, c'est se soigner, ce qu'on appelle la médecine de soins et de prévention, donc voir son médecin régulièrement, c'est bien bouger, donc faire des activités physiques, si possible bien dormir, essayer de rester zen, d'évacuer le stress, de renforcer les liens sociaux pour ne pas s'isoler, stimuler et protéger son cerveau pour sa mémoire, et puis ce qu'on va voir maintenant, c'est bien manger, parce que bien manger, c'est extrêmement important pour bien vieillir. Alors ça tombe bien, parce qu'en France, on est vraiment le pays où on aime bien manger. Ça, on le sait. Donc c'est noté sur cette diapositive, là, une enquête qui a été faite dans l'OCDE, dans de nombreux pays industrialisés. Vous voyez sur cette diapositive, nous les Français sommes, parmi ces pays, ceux qui restons le plus longtemps à table. Vous voyez, on y passe plus de 2 heures, ce qui paraît très important, 2 heures par jour, mais c'est tout confondu, hein, ce qu'on fait à domicile, mais quand on va au restaurant, quand on va chez des amis. Donc en moyenne, on passe 2 heures. Donc on a l'impression de se dire rester longtemps à table, c'est pas bon, on va grossir, on va trop manger. Mais pas du tout, parce que vous voyez qu'à l'autre extrémité de cette affiche, ce sont les États-Unis. Les États-Unis c'est les gens qui passent le moins de temps à table, et on sait qu'aux États-Unis, il y a 2 fois plus d'obèses qu'en France. Donc passer du temps à table, c'est une bonne chose. Voilà. Et heureusement, chez nous en France, on a l'habitude de passer du temps à table pour bien manger. Oui, ça n'a rien à voir avec la quantité ou le volume de nourriture qu'on ingère. Voilà, non, tout à fait. Hein. Le fait de passer du temps à table, si on en parle, par exemple, vous savez qu'on a des hormones, quand la nourriture arrive au niveau de l'estomac ou de l'intestin grêle, on a des hormones qui vont vers le cerveau et qui disent « ça y est, tu as commencé à manger, arrête de manger ». Quand on mange très vite, comme font les Américains à toute allure, cette hormone, par exemple, n'a pas le temps d'arriver au cerveau pour dire « arrête de manger ». Tandis que nous, en France, comme on reste longtemps à table, parfois, après le plat principal, on n'a plus faim, on ne va pas prendre de dessert, on va rester à boire un café, à discuter avec la famille ou les amis. C'est un des exemples qui fait que de rester longtemps à table, ce n'est pas une mauvaise chose. Alors d'abord, pour bien manger, il faut pouvoir bien manger. Donc il y a des choses importantes, c'est la physiologie, c'est respecter son corps. Donc on va le voir rapidement, mais tous nos sens sont importants. L'odorat est important, on sait tous combien il est agréable d'arriver à sentir des épices, des arômes, puis on a tous l'habitude, quand on choisit des fruits, notamment un melon, de le porter à son nez pour savoir s'il est bon, s'il est sucré.
Le toucher aussi, même si on n'a pas l'impression que c'est un sens très important pour nourrir, c'est pareil pour les fromages. Quand vous choisissez un camembert, je pense que presque tous vous appuyez dessus pour savoir s'il est mou ou s'il est dur en fonction de ce que vous aimez. C'est pareil pour les fruits. Puis il n'y a rien de plus agréable que de rompre le pain, d'entendre le bruit de ce pain. L'audition, donc c'est important aussi. Je ne vais pas dire que c'est le plus important, mais c'est agréable d'entendre les bruits de la cuisine, les bruits des couverts, et puis là, sur cette diapositive, d'entendre les chips qui craquent sous la dent, même si les chips, ce n'est pas le meilleur aliment. Quand on cuisine, c'est important quand même. Moi, je cuisine beaucoup à l'oreille. Hein, oui, voilà, à l'oreille. Voilà, je sais quand ça brûle. Hein. Voilà, quand ça brûle. Et puis, c'est important, on parlera de l'alcool après, mais bon, c'est toujours agréable d'entendre pétiller, par exemple, ces quelques bulles dans ce verre de champagne. Donc il est recommandé, chez les plus de 65 ans, de faire un test auditif régulièrement, c'est-à-dire tous les 5 ans, il faut faire un test auditif. Vous pouvez les faire chez un ORL, chez les audioprothésistes, comme les boutiques Amplifon, Audica, etc., à Flelou, ou dans des centres de prévention comme chez nous. Ces bilans auditifs sont soit remboursés par la Sécurité sociale si vous faites chez un ORL, soit gratuits quand vous les faites chez des audioprothésistes ou en centre de prévention. La vue est importante pour pouvoir profiter des mets qui sont sur la table, pour bien choisir ses repas. Et dans le cas de ce poisson, pour être sûr d'enlever toutes les arêtes, pour ne pas avoir une arête qui reste coincée en travers de la gorge. Donc là aussi, chez plus de 65 ans, il est conseillé d'avoir une consultation ophtalmologique tous les 2 ou 3 ans pour garder une bonne vue. Et puis enfin, évidemment, très important, c'est d'avoir de bonnes dents pour pouvoir manger notamment de la viande. On verra l'importance de manger des protéines. Il faut faire une consultation dentaire annuelle. Et puis il n'y a pas que les sens qui sont importants pour bien manger, il y a tout le tube digestif. Donc je ne vais pas le passer en détail, mais vous voyez qu'il faut avoir de la salive pour bien manger, il faut éviter d'avoir des problèmes de reflux, de gastrite, d'être constipé ou d'avoir de la diarrhée, d'avoir des hémorroïdes, des fissures, etc. Donc ça, dès qu'on a des problèmes digestifs, il faut en parler à son médecin. Il est conseillé, recommandé d'aller voir son médecin tous les ans, même si on est en bonne santé, pour faire le point sur sa santé en matière de prévention. Donc on a parlé de la physiologie, donc des moyens physiques et physiologiques pour bien manger. Maintenant, on va parler des moyens alimentaires, de savoir comment est-ce qu'on peut se nourrir. On va voir qu'aujourd'hui, finalement, il n'a jamais été aussi facile de bien manger au travers de l'histoire, mais il est aussi très facile de mal manger. On va voir juste très rapidement une très brève historique de la nutrition. On va remonter à nos ancêtres, les hommes de Néandertal et l'Homo sapiens, qui vivaient de peu de choses finalement. Ils allaient chasser, pêcher, mais c'était difficile. Ils faisaient un peu de cueillette de fruits. Ils mangeaient ce qu'ils pouvaient, des tubercules, des racines. Ils faisaient même du charognage. La recherche de nourriture, c'était leur activité principale. C'était une activité de survie. Ça leur prenait quasiment toute leur journée. Puis après, on est passé vers 10 000 ans avant Jésus-Christ à ce qu'on a appelé les éleveurs-cultivateurs. Donc c'est la naissance de l'agriculture, de l'urbanisation. Les hommes et les femmes se sont regroupés et se sont mis à faire des cultures, à faire de l'agriculture, à élever des animaux. Donc ce n'était plus tout à fait une alimentation de survie, c'est devenu une alimentation organisée autour de l'élevage et de la culture. Et puis après l'Antiquité, au Moyen-Âge, on est passé à ce qu'on peut appeler des agriculteurs commerçants. L'Antiquité avait apparaître une diversification alimentaire. L'alimentation a changé, c'était plus une alimentation de survie, c'était une alimentation de troc. On pouvait échanger les aliments les uns contre les autres, ou on pouvait échanger des aliments avec d'autres denrées, des tissus, du matériel, etc. Puis il y a eu l'apparition des boissons alcoolisées. Les Égyptiens connaissaient déjà la bière. On connaît tous le rapport des Grecs et des Romains avec le vin. Le vin en France, semble-t-il, est arrivé en 600 avant Jésus-Christ. Et les premières vignes étaient marseillaises, puisque ce sont les Phocéens qui ont amené avec eux leur technique de vigneron en France. Puis le Moyen-Âge est arrivé, il y a eu développement de l'outillage, amélioration des techniques de conservation, puis surtout un début de mondialisation, même si ce n'était pas tout à fait vrai, mais avec tous les voyages de Christophe Colomb et autres, des légumes, des fruits qui étaient inconnus en Europe ont été ramenés, notamment la pomme de terre, qui était inconnue en Europe auparavant, qui nous vient d'Amérique et qui est devenu un de nos légumes de base. À cette époque, se nourrir, ce n'était pas facile. Il y avait donc énormément de famines, de disettes qui étaient liées aux aléas climatiques, aux maladies des bêtes, aux parasites des cultures. Il y avait des guerres, il y avait des carences parce que l'alimentation n'était pas diversifiée.
Donc ici, j'en ai noté juste 2, la carence en iode, là, qui était connue, qui donnait ce goitre, comme on le voit sur cette diapositive, qui donnait une maladie qu'on appelle le crétinisme, qu'on ne voit plus du tout maintenant. Il y avait d'autres carences. Moi, j'avais l'impression qu'on le voyait encore un peu, le crétinisme. Alors, c'est pas lié à une carence en iode. Voilà. Vous me rassurez. Et puis, donc, d'autres carences, comme la carence en vitamine C, le scorbut, qui donnait une maladie qui s'appelle le scorbut, qui était bien connue des marins, qui naviguaient et qui ne pouvaient pas emmener de fruits et de légumes et qui avaient des dents qui se déchaussaient, qui avaient des hématomes, et certains en pouvaient en mourir. Ça a décimé quelques équipages. Et puis surtout, il y avait des maladies infectieuses. Ça, on a oublié ça, parce on dit souvent « avant, c'était mieux ». Ce n'était pas forcément mieux avant. Il y avait énormément de maladies infectieuses, donc de tout type, bactériennes, parasitaires, des champignons. La plus connue en bactérienne, c'est le choléra. C'est plutôt une maladie de l'hygiène. Il y en a d'autres qui existent encore, mais qui sont très rares, typhoïde, listériose, botulisme, etc. Il y a des maladies parasitaires, donc toxoplasmose, ténia, échinococcose. On en parlait déjà beaucoup. Là, sur cette diapositive en bas à gauche, il y a un exposé sur la ladrerie du porc. C'est des kystes du ténia du porc qui se mettent dans les muscles des hommes et parfois dans le cerveau des hommes et qui donnaient des maladies gravissimes. Puis surtout au Moyen-Âge, il y avait une maladie qui était liée à un champignon qui s'appelait le mal des ardents ou le feu de Saint-Antoine. C'était une maladie qui était liée à un champignon qu'on appelle l'ergot de seigle, parce que comme vous le voyez sur cette diapositive, le blé ou le seigle ou l'orge avait ce champignon qui ressemblait à l'ergot qu'il y a sur les pattes des coqs et qui donnait des maladies très graves, qui donnaient le feu. En fait, c'était des maladies vasculaires qui pouvaient conduire à des amputations. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. On n'est plus au cueilleur-chasseur. Il est quand même beaucoup plus facile de se nourrir. On est aujourd'hui passé au consommateur-livreur, grâce à l'industrialisation, à l'élevage intensif, surtout à la conservation. On a des conserves, des réfrigérateurs, des congélateurs. Pour vous rappeler qu'auparavant, quand on était jeune, on achetait du lait, ça se gardait 2 ou 3 jours, pas plus. On était obligé de le faire bouillir au bout de 2 jours pour savoir s'il n'avait pas tourné. Maintenant, on achète des packs de lait qu'on peut garder presque 6 mois dans son placard. C'est quand même, on a énormément avancé dans ce domaine-là. Il y a une grande distribution, il y a une mondialisation. Donc là aussi, on a des fruits, des légumes, de la viande qui viennent du bout du monde. Donc c'est bien ou c'est pas bien, c'est à voir. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et puis c'est quand même beaucoup plus facile aujourd'hui de se nourrir. On peut acheter facilement. Il y a une abondance quand on va dans un supermarché, il y a une abondance de mets. C'est très diversifié. C'est plus facile de préparer aussi. Il y a quand même beaucoup d'ustensiles de cuisine qui permettent de cuisiner facilement. Il y a des recettes qu'on peut trouver facilement un peu partout. Et puis faire ses courses, si on n'a pas envie de faire ses courses aujourd'hui, c'est aussi facile. On peut faire du drive, on peut faire des livraisons à domicile, on peut faire des portages de repas. Donc l'époque moderne en France, il y a une disparition de toutes ces maladies qu'il y avait avant, disparition des familles, disparition des maladies infectieuses. Et quand il y en a, ça fait du bruit. On en parle dans les journaux. Vous vous souvenez tous de cette histoire qu'il y a eu en septembre dernier à Bordeaux, d'un restaurateur qui avait fait des conserves artisanales de sardines qui étaient mal conservées justement. Et il y a eu 8 de ces convives, je ne vais pas dire convives, mais 8 personnes qui ont mangé dans son restaurant, qui ont eu une maladie qui s'appelle le botulisme, et il y en a une qui en est morte et 8 qui ont été hospitalisées. Donc aujourd'hui, les pathologies de l'alimentation, ça a complètement changé. C'est plus du tout les mêmes, on va en parler. Donc je vais vous parler simplement des rapports connus entre cancer et alimentation, des pathologies en lien avec l'alcool, de la dénutrition, qui est très importante chez les GAG, de l'obésité, des pathologies de l'hyperalimentation, et puis on le verra un peu après, des pathologies liées à l'industrialisation, c'est le revers du progrès. Docteur Molinier, j'avais une petite question moi, par rapport à l'évolution de notre alimentation au fil des siècles. D'après vous, c'est quoi l'élément le plus préjudiciable à notre santé aujourd'hui qui est arrivé dans cette histoire ? Je pense par exemple au sucre. D'après vous, quel est le moment, l'endroit qui a été le plus préjudiciable à notre alimentation ? Alors, vous avez dit préjudiciable. Préjudiciable à notre santé, pardon. Voilà. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est arrivé dans notre alimentation qui a commencé à poser problème ? Alors, je vais répondre à votre question, mais juste, c'est pour vous dire que plutôt, il faut avoir moi, je dirais qu'on a un œil positif plutôt sur notre alimentation. Moi, je vous ai dit, on n'a jamais aussi bien mangé, donc il faut quand même garder ça en mémoire, et on peut manger très très bien, beaucoup mieux qu'auparavant. Donc au fil de l'histoire, notre amélioration s'est améliorée.
Alors, ce qui reste préjudiciable, c'est vrai qu'aujourd'hui, parfois on mange trop. Donc il y a beaucoup trop de sucre dans beaucoup d'aliments. Dans les aliments, on va le voir, qui sont des aliments fabriqués par l'industrie. C'est vrai que le sucre, c'est très bon, ça a un bon goût. Presque tout le monde aime le sucre. Donc on a tendance, et les industriels ont tendance à rajouter du sucre pour créer une sorte, je ne vais pas dire d'addiction, mais pour qu'on ait envie d'acheter les produits. Donc effectivement, on a tendance à manger un peu trop de sucre, mais c'est vrai aussi pour le sel, c'est vrai aussi pour les matières grasses. Mais il faut avoir un discours positif. Voilà. Positivement, je vais en parler mais à la avec fin. plaisir. Donc voilà, retenez quand même qu'on a les moyens aujourd'hui de très très bien manger. Mais c'est vrai qu'on parfois on mange mal, quoi. Et oui. Et donc on va aborder maintenant effectivement la problématique de l'alimentation qui cette fois nous fait du mal. Voilà. Donc l'alimentation et cancer, on en parle beaucoup depuis quelques années. Alors c'est difficile de faire des études pour prouver qu'un aliment est à l'origine d'un cancer, parce qu'il y a beaucoup de facteurs confondants qui expliquent l'apparition de cancer, des facteurs génétiques ou autres. Il y a pas mal d'études qui se recoupent pour dire qu'il y a des effets négatifs de la consommation de viande rouge et de charcuterie sur l'apparition du cancer du côlon. Donc manger en excès, je dis bien en excès, la viande rouge et la charcuterie, ça augmenterait de plus de 20% le risque de faire un cancer du côlon. Le sel augmenterait le risque de cancer de l'estomac. Donc je dis augmenterait, mais en fait les études sont assez solides pour dire que c'est réel. Et le surpoids et l'obésité en eux-mêmes augmentent le risque de différents cancers, on va le voir aussi. Il y a par contre des effets positifs de l'alimentation aussi qui ont été assez bien démontrés par des études de grande envergure. Donc l'effet positif de la consommation de fruits, de légumes, de céréales et de produits laitiers sur la réduction du risque de cancer du côlon, et aussi de façon plus étonnante, je dirais, c'est la consommation de café qui semble diminuer le risque de cancer du foie. Donc la deuxième pathologie d'actualité dans nos pays, en tout cas, et particulièrement en France, j'ai dit qu'on aimait bien manger, mais on aime bien boire, c'est les pathologies qui sont en lien avec l'alcool. Donc vous voyez sous le titre, il est noté que 3 millions de décès dans le monde sont liés à la prise d'alcool, c'est-à-dire que 5% de la population qui décède dans le monde, c'est à cause de l'alcool. C'est-à-dire une personne sur 20, l'alcool est un facteur qui a favorisé son décès, donc ce qui est quand même énorme. Donc vous savez, les pathologies en lien avec un effet immédiat d'une consommation excessive d'alcool, tout ce qui est violence, conduite automobile inappropriée, qui entraîne effectivement des blessures et des accidents. Mais surtout, il y a la consommation régulière et importante d'alcool, ce qu'on appelle l'alcoolisme. Même si l'alcoolisme a une définition bien précise, ça augmente les risques de certains cancers, donc plusieurs cancers, donc c'est prouvé, là c'est vraiment bien prouvé pour le foie, pour les voies aérodigestives et pour le sein. Ça augmente le risque, bien sûr, de cirrhose du foie, ça augmente le risque de certaines maladies cardiovasculaires, et ça augmente le risque de maladies neurologiques, notamment de démence et de troubles psychiques. Et puis à côté de ça, même si ce n'est pas vraiment une pathologie, mais c'est la dépendance à l'alcool, donc l'alcoolisme entraîne des problèmes financiers, des problèmes sociaux, des problèmes de travail, des problèmes familiaux. Selon vous, est-ce qu'il y a une consommation d'alcool acceptable ? On va en parler justement de la consommation acceptable, puisqu'il y a des recommandations. J'espère, je suis très stressé à cette question. J'espère voilà. Alors, acceptable, on va le voir. Mais déjà, en France, il y a un point positif, c'est que notre consommation d'alcool pur a diminué depuis les années 60. Vous voyez sur cette diapositive, dans les années 60, on consommait environ 25 grammes d'alcool pur par adulte et par an. Aujourd'hui, la statistique date de 2022, on consomme en moyenne 10 litres d'alcool pur par an. Je rappelle qu'un litre d'alcool pur, c'est 8 litres de vin environ. Donc si on fait le calcul sur l'année, c'est l'équivalent de 640 verres de vin. C'est-à-dire qu'un Français consomme en moyenne par an 640 verres de vin, ce qui paraît énorme. Ça fait 2 verres par jour. Voilà, oui. J'étais en plein calcul mental. C'est pour ça que je me figeais. Voilà, mais 2 verres par jour, ça vous paraît excessif ? Alors, on va le voir justement, c'est excessif. C'est excessif la plupart du temps, oui. Alors, je vous rappelle aussi qu'un verre d'alcool, quand on parle de 10 grammes d'alcool, c'est un verre d'alcool. Mais ça correspond à l'alcool qu'on met dans le verre. Un verre de vin est égal à peu près un verre de pastis, c'est égal à un verre de whisky, une coupe de champagne, un verre d'apéritif ou un quart de bière. Dans tous ces verres qui sont présentés ici, vous avez à peu près la même quantité d'alcool qui représente 10 grammes d'alcool.
Donc il y a des recommandations qui datent de 2017, qui ont été faites par la Sécurité sociale, par l'Agence de sécurité sanitaire. Donc pour les adultes de moins de 65 ans, il est recommandé de boire au maximum 10 verres d'alcool par semaine. Donc ça fait moins de 2 verres par jour. Ah ben si vous n'en buvez pas du tout, c'est très bien. Voilà. Pour la santé, c'est très bon. L'alcool n'est pas nécessaire pour vivre en bonne santé. Hein. Donc c'est très bien de ne pas boire d'alcool. Le problème aujourd'hui en France, c'est plutôt qu'on en boit trop. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous ne buvez pas d'alcool, c'est parfait. Ne vous mettez pas à boire. Voilà. Bon. Après 65 ans, justement, les recommandations sont adaptées parce que l'organisme supporte plus mal l'alcool. Les effets de l'alcool sont amplifiés. Donc il est recommandé pour les consommateurs quotidiens, si on veut boire de l'alcool tous les jours, c'est de ne pas dépasser 1 verre par jour. Donc vous avez vu les verres que c'était, vous choisissez le verre que vous voulez, et vous en buvez pas plus d'1 par jour, et vous faites des jours sans alcool. Et pour les consommateurs occasionnels, c'est-à-dire que si vous consommez uniquement quand vous êtes à un anniversaire, à un mariage, à une fête, normalement c'est de ne pas boire plus de 2 verres au cours de ce type de fête. Je crois que ça fait réagir. Oui, je m'attendais à cette réaction. Oui, le problème du vin, de l'alcool en général en France, c'est quand même très sensible. Hein. On fait un sondage. Voilà. Qui pense être au-delà des recommandations du docteur Molinier? Vous pouvez lever la main. Au-delà, ça ne veut pas dire qu'on s'alcoolise forcément. Ah, au fond, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Sinon, non. Très bien, bravo. Voilà, il y a différents types de consommation d'alcool. On sait qu'il y a l'alcoolisme chronique, mais aussi l'alcoolisme, on va dire one shot, où on boit, et certaines personnes boivent énormément pendant une occasion, vont boire 5-6 verres. Et c'est là ce qu'on appelle l'alcoolisation aiguë, qui est nocive quoi, aussi, et qui n'est pas du tout la même chose que l'alcoolisme avec la dépendance que ça entraîne. Quoi. Donc les recommandations pour poursuivre, c'est d'éviter les lieux et les activités à risque de consommation excessive d'alcool. Chez nous, c'est surtout les bars. Il faut s'assurer d'être entouré de personnes de confiance et de pouvoir rentrer chez soi après avoir consommé de l'alcool. Je vous rappelle qu'il est interdit en France de conduire avec plus de 0,5 g d'alcoolémie. Ça représente à peu près 2 verres d'alcool en fonction de votre morphotype. Plus on est mince, effectivement, plus l'alcoolémie monte vite. Plus on est gros, plus elle se dilue. Mais en moyenne, retenez qu'à partir de 2 verres d'alcool, vous ne pouvez plus prendre le volant. Et il faut attendre pour reprendre le volant, parce que comme vous le voyez, l'alcoolémie diminue doucement, de 0,10 à 0,15 g par litre, là aussi en fonction de votre morphotype et de certaines caractéristiques génétiques, donc de 0,10 à 0,15 g par heure. Donc si vous avez vu 2 verres d'alcool, vous êtes à 0,50. Pour passer à 0 g, il faut attendre 3 ou 4 heures. Donc l'alcoolisme, c'est quand même un problème aujourd'hui, on en parle énormément, peut-être pas assez, mais en tout cas, il y a beaucoup de campagnes de prévention qui se font, notamment, vous avez dû entendre parler du Dry January. Donc c'est une campagne de prévention qui nous vient d'Angleterre, qui a été lancée en 2012 en Angleterre, qui est arrivée chez nous en 2020. Le but, on va dire Dry January, ça veut dire janvier sec. Donc on peut traduire ça par ne pas boire du tout en janvier. Mais en fait, le concept, c'est de réfléchir à sa consommation d'alcool, se dire en janvier, je vais réfléchir à ma consommation d'alcool. Certains voudraient qu'on passe de Dry January à Dry Year, justement de ne pas boire du tout dans l'année, pour éviter que les campagnes de prévention soient déformées, comme sur cette diaporama de droite avec ce couple qui boit avec modération. C'est vrai qu'en janvier, on est après les fêtes et on a un peu abusé peut-être pendant cette période-là. Oui, c'est un moment où on a un peu envie de faire une pause, et bien tant mieux, donc faisons une pause en janvier. Donc le deuxième volet des problèmes alimentaires aujourd'hui, c'est la dénutrition. Donc ça c'est très important quand on a passé un certain âge. Là aussi c'est une cause de santé publique en France. Il y a une semaine de la nutrition qui existe depuis, on va être à la 5e semaine de la nutrition qui aura lieu au mois de novembre 2024. Donc c'est des semaines où il y a des campagnes d'information sur ce qu'est la dénutrition et ce qu'il faut faire pour éviter la dénutrition. Avec l'âge, on a une modification de son corps. Enfin, vous le savez, et puis on le ressent tous. On prend un peu de ventre et autre chose. On a tous une augmentation de sa masse grasse, on a une diminution de sa masse musculaire. C'est physiologique. On peut effectivement quand même ralentir cette diminution de la masse musculaire. Mais on le voit par exemple ici sur ces images d'IRM. Donc c'est des images d'IRM de 4 personnes d'âge différents, du plus jeune au plus âgé. En noir, c'est
En noir ici, c'est le muscle, et en blanc, c'est la graisse. Et donc vous voyez que plus l'âge avance, moins il y a de muscles et plus il y a de graisse. Avec l'âge, donc on perd près de 40% de sa masse musculaire entre 40 et 90 ans. On a une diminution de sa force musculaire et de sa performance physique, ça on le ressent pour ceux qui font du sport. Ça peut être attesté par une vitesse de marche. Il y a aussi un dynamomètre qui peut mesurer votre force musculaire. Et on parle de sarcopénie lorsque la force et la masse musculaire sont basses, et de sarcopénie sévère lorsque cela retentit sur les performances physiques. Donc la dénutrition chez la personne âgée, c'est important, on va dire très important. Ça résulte d'un déséquilibre entre les besoins du corps et les apports nutritionnels. Ça se traduit par une perte de poids. Il y a une définition précise, on va dire scientifique ou médicale. On associe l'index de masse corporelle, la perte de poids et un dosage sanguin qu'on appelle l'albuminémie. Donc ça concerne, vous voyez, chez le plus de 65 ans, 4 à 10% des personnes vivant à domicile, 15 à 38% en EHPAD et près de 70% de certains hospitalisés. Alors cette dénutrition, elle vient aussi d'un concept, d'une idée qu'on se fait en vieillissant. On se dit quand on vieillit, on a moins besoin de manger parce qu'on a un peu moins d'activité. Alors c'est absolument faux. D'abord, en vieillissant, la digestion des aliments est parfois plus lente, un peu moins efficace. On assimile un peu moins les aliments. Une personne âgée, on l'a vu, a besoin de plus de protéines pour fabriquer du muscle qu'une personne plus jeune. On a moins de muscles, il nous faut plus de protéines. Donc manger les protéines, c'est extrêmement important. Et puis pour une même activité physique, le coût énergétique est plus important chez une personne âgée que chez une personne jeune. Pour monter des escaliers, quelqu'un de jeune va arriver en haut d'un étage sans être essoufflé. Il aura dépensé très, très peu de calories. Quand on est plus âgé, c'est plus difficile, on est plus essoufflé, on a un peu mal aux genoux, donc on bouge un peu plus, donc on va dépenser plus de calories. Donc la dénutrition, ça commence par j'ai pas faim, je manque d'appétit, je perds du poids, et puis ça continue par je manque de force, je me sens plus fatigué, j'ai du mal à me déplacer. C'est ce qu'on appelle le cercle vicieux de la dénutrition, la spirale de la dénutrition, vous voyez ici, donc l'amaigrissement qui entraîne un déficit immunitaire. Quand on perd du poids, on perd aussi de nos capacités à se défendre contre les infections, donc des infections apparaissent. Il y a des troubles psychiques, souvent de la dépression, parce qu'on n'est pas en forme, on a moins envie de faire les choses. Il y a d'autres infections qui apparaissent, on chute, on devient grabataire, on a des escarres, et ça peut conduire à des conséquences très importantes. Donc les causes de la nutrition, elles sont assez nombreuses, je vais les lister, c'est peut-être un petit peu long, mais il y a la perte d'appétit, on l'a vu, pour bien manger, il faut avoir du goût, de l'odorat, des dents, etc., pas de problème digestif. L'isolement social, quand on vieillit, on peut parfois se retrouver un peu isolé, on peut manquer d'aide ou d'envie pour faire ses courses, pour faire ses repas et mal manger. On peut être malade, donc tout type de maladie peut entraîner des problèmes de nutrition. Là, je parle de la maladie d'Alzheimer qui peut donner des troubles cognitifs de mémoire qui fait qu'on peut même ne pas se souvenir très bien si on a mangé ou pas et qui peut entraîner des problèmes. La polymédication, la prise de plusieurs médicaments, si tous les matins on prend 20 comprimés au petit déjeuner, c'est sûr qu'après on n'a plus très faim. Il y a des difficultés financières qui peuvent influencer sur la qualité des repas. Certains aliments sont plus chers que d'autres. Et puis aujourd'hui, il y a une grande mode, alors plutôt chez les jeunes, je pense que chez les personnes âgées, mais ces modes de régime sans viande, de régime vegan, de régime sans gluten, de régime sans lactose, de jeûnes intermittents qui sont la plupart du temps délétères pour la santé. On pourra en reparler ça du coup, oui, tout à l'heure, près du jeûne intermittent, qui est très tendance en ce moment. Oui. Alors pour éviter la dénutrition, donc il y a énormément de conseils, je pense que M. Abba vous en parlera peut-être un petit peu, moi je résume un tout petit peu. Donc il faut avoir un réfrigérateur et un placard rempli, parce que si on arrive devant son réfrigérateur et qu'on n'a rien mangé, on ne va pas sortir faire des courses. Il faut absolument continuer à prendre 3 repas par jour. 3 repas, c'est extrêmement important. Si on n'arrive pas à finir son repas, par exemple si on s'est préparé entrée, plat, dessert et qu'après le plat on n'a plus faim, le dessert on le garde et on le mange un peu plus tard, à 4h de l'après-midi ou à 10h du soir, le soir en se couchant par exemple. Il faut essayer de rendre les moments des repas plus agréables, même si on est tout seul. Il ne faut pas hésiter à se préparer de la cuisine déjà, à faire des bons plats, c'est toujours agréable, de passer du temps à fabriquer quelque chose.
Il faut prendre le temps de décorer la table, de sortir des plats, de sortir les assiettes et de ne pas de manger à la va-vite sur un coin de table si possible. On peut rehausser le goût des plats avec des épices, des aromates. On peut organiser des livraisons de repas à domicile si on n'a vraiment pas envie de faire ses courses ou de se préparer les repas. Et puis je rappelle qu'il faut manger des protéines, c'est extrêmement important. Alors, à l'autre spectre de l'alimentation, c'est l'obésité. Donc on va en parler, et moi je vais finir là-dessus avant de passer la parole à M. Abba. L'obésité, c'est un problème important dans nos pays industrialisés, on va le voir, mais c'est une définition très simple. L'obésité, c'est juste un calcul arithmétique, c'est ce qu'on appelle l'IMC, c'est le poids en kilos divisé par la taille au carré. Et ça donne un chiffre. Donc vous voyez, on est en surpoids quand on est au-dessus de 25, on est en obésité modérée au-dessus de 30, en obésité sévère au-dessus de 40. Donc à côté, je vous ai marqué que si on mesure 1,60 m à partir de 77 kg, on est obèse, c'est-à-dire qu'on a un IMC supérieur à 30. Si on mesure 1,70 m et qu'on est au-dessus de 88 kg, on est obèse. Si on mesure 1,80 m et qu'on est au-dessus de 99 kg, on est obèse, etc. Est-ce que c'est un tableau un peu sévère, ce tableau de calcul? Parce que moi, je l'ai fait hier soir, oui. Mon calcul d'IMC, et du coup, je suis en surpoids. Ah. Alors, c'est pas bon pour vous. Je vous laisse juge. Écoutez. Mais pour le coup, je l'ai trouvé un tout petit peu sévère. Vous avez bien fait de venir à cette conférence. Alors. Non, pardon. Eh ben, il faut peser à peu près un peu moins de 73-74 kg pour 1,55 m. Voilà. À partir de 73-74 kg, on est en obésité. Mais c'est vrai que votre question est très intéressante, parce que c'est vrai que c'est un index c'est juste un calcul. Et ça ne représente pas l'obésité de tout le monde. On le voit chez des gens hyper sportifs, qui sont hyper musclés, qui vont mesurer 1,80 m, qui vont faire 110 kg, mais qui n'ont pas un pouce de masse grasse. Donc il y a d'autres méthodes aussi pour dire qu'on est obèse. Mesurer la masse grasse, il y a des moyens médicaux, on va dire, pour mesurer la masse grasse. Il y a des pèse-personnes exprès pour mesurer la masse grasse. Donc disons que c'est la facilité de donner ce calcul, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Il faut faire attention, il faut l'adapter à chacun et à chacune. Quand vous voyez un deuxième ligne de rugby, si vous calculez son IMC, il est obèse. Et quand vous le voyez devant vous, vous n'allez pas lui dire qu'il est obèse. Hein. Voilà, il faut savoir garder un peu de distance et un regard un peu critique là-dessus. Oui. Mais je suis content de savoir que finalement, j'ai trop de muscles. Peut-être. C'est bien ce que je me disais. Alors, donc c'est un problème en France, mais comme dans tous les pays industrialisés, l'obésité, vous voyez sur cette courbe qui va de 97 à 2000, la population adulte en France a vu le taux d'obésité doubler. On est passé chez l'adulte de 8,5% d'obésité à maintenant aujourd'hui 17% d'obésité. Alors sur la diapositive suivante, c'est l'obésité en fonction de l'âge. Donc vous le voyez sur le diagramme de gauche, c'est l'obésité entre, on va dire, 20 ans et 60 ans. Donc vous voyez que plus on augmente en âge, plus le taux d'obésité des Français augmente. Chez les jeunes de 20 ans environ, il y a à peu près 5% d'obèses. Et quand on arrive à 60 ans à peu près, il y a, c'est écrit petit, 19% d'obèses. Mais sur la diapositive de droite, vous voyez, c'est les gens qui ont dépassé 65 ans. Et là, au contraire, quand on vieillit, le taux d'obésité diminue. Vous voyez, à 65 ans, il y a plus de 20% d'obèses. Et à 80 ans, il y a un peu moins d'obèses. Donc ça peut s'expliquer de différentes façons. Je ne sais pas. Donc, moi, j'en ai noté quelques-unes, mais ce n'est pas forcément la vérité. À la retraite, c'est vrai qu'on peut avoir plus de temps pour faire ses courses, préparer des repas, manger et donc bien manger. On peut avoir plus de temps pour faire du sport, ce qui permet de maigrir. Mais il y a aussi le problème qu'on vient de voir de dénutrition qui se rajoute. En vieillissant, on a tendance parfois à moins se nourrir. Et puis, on le sait tous, l'espérance de vie chez les très obèses est diminuée. Donc il y a moins de très obèses chez les gens très âgés. Et on peut constater des fois des cas d'obésité et en même temps de dénutrition? Oui, tout à fait. Donc j'en parle un petit peu, mais vous avez raison. Hein. On peut avoir beaucoup de masse grasse et très peu de masse musculaire. Et on est à la fois obèse et dénutri. Oui, tout à fait. Donc les conséquences de l'obésité, vous les connaissez, je ne vais pas en parler, je l'ai juste marqué ici, mais beaucoup de pathologies sont liées à l'obésité, elles ne sont pas toutes listées. Les principales, c'est le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires favorisées par la dyslipidémie, le syndrome des apnées du sommeil, des troubles respiratoires, les complications ostéo-articulaires avec l'arthrose, les cancers, on l'a vu,
Et puis ça a des conséquences, non pas sur la santé physique, mais sur la santé mentale. Il y a des conséquences psychosociales, la stigmatisation, le préjugé vis-à-vis des gros, ce qu'on appelle la grossophobie. Et puis pour les gens qui sont obèses, ils ont parfois une mauvaise estime d'eux, une déformation de leur image corporelle. Ça peut entraîner des dépressions, des troubles psychiques. Alors je ne vais pas vous parler du traitement de l'obésité, parce qu'il n'y en a pas vraiment, même si vous avez entendu parler de certains médicaments aujourd'hui. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est faire attention au régime miracle et aux médicaments de l'obésité. Il y a énormément de choses qui sont vendues, que vous trouvez partout, en pharmacie, sur Internet ou ailleurs. Ici, j'ai mis un petit florilège de ce que vous pouvez trouver. À l'époque, c'était le traitement suédois qui vous faisait maigrir. Maintenant, c'est la formule brûle-graisse en 24 heures. C'est ici cette scientifique qui a trouvé la formule du trèfle à 4 feuilles. Donc, faites attention. Voilà. Ça ne va pas vous faire perdre du poids, tous ces régimes. Ça va vous faire perdre quoi? Ça va vous faire perdre de l'argent, parce que c'est très cher. Vous voyez, en dessous, là, par exemple, ce médicament qui s'appelle Burner, qui brûle vos graisses, ça vaut 79 € la boîte. Il faut 2 boîtes par mois, selon le fabricant. Donc ça fait un peu plus de 150 € par mois. Donc, je pense que vous avez mieux à faire avec 150 € que de vous acheter... Ça, on est d'accord que ça sert strictement à rien. Voilà, ça sert à rien. Oui, on est d'accord. Voilà. Ça Après, brûle rien du tout. Voilà, je peux pas dire que ça sert à rien, parce qu'on va le voir aussi sur d'autres aliments, parce qu'il n'y a aucune étude qui sont faites. Ouais. Tous ces produits qui ne sont pas des médicaments, c'est pas des médicaments, tous ces produits n'ont pas besoin de faire d'études pour montrer que ça marche. Ils ont juste besoin de montrer qu'ils ne sont pas nocifs. Donc, voilà. Donc, on a vu des prescriptions de médicaments qui ont causé des problèmes aussi et qui étaient liés à la perte de poids récemment. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a eu le Mediator et pour les plus anciens, l'isoméride, le Pondéral, qui ont tous été retirés du commerce parce qu'ils ont tous occasionné des problèmes de santé. Donc voilà, c'est aussi une bonne chose pour dire que ces produits non seulement n'ont sans doute aucun bénéfice, mais pour certains sont quand même mauvais pour la santé parce qu'ils contiennent certains ingrédients qui ne sont pas très bons. Et puis, comme vous le disiez, donc on peut avoir des associations obésité et de nutrition. Donc surtout, autant on va dire c'est important de maigrir quand on est jeune, parce qu'on en tire des bénéfices. Âgé, il faut faire attention. Plus âgé, il faut faire attention parce qu'on peut effectivement très vite passer sur le versant dénutrition. Donc il faut faire très attention. Donc si on veut maigrir, il faut vraiment se faire aider et pas aller donc acheter n'importe quoi et faire n'importe quoi. Il faut se faire aider par son médecin, par des diététiciens et des diététiciennes. On peut participer à des ateliers diététiques comme ils sont organisés notamment par la ville de Marseille. Aller sur des sites internet officiels, vraiment des sites internet bien faits. Donc comme celui-ci, mangerbouger.fr, qui est un site qui vous donne tout un tas de conseils pour bien manger. Voilà, je vais passer la parole à Monsieur Abba. Monsieur Abba qui va nous éclairer maintenant sur des conseils justement diététiques, les bonnes pratiques sur l'alimentation. C'est un sujet très vaste, très riche. Là, c'est vrai qu'on avait une partie un peu légèrement anxiogène, excusez-moi, docteur, de dire ça, mais c'est vrai que l'alimentation peut nous faire un bien fou aussi quand on sait maîtriser tous ces aspects. Mais c'est un vaste sujet, j'avoue qu'il faut vraiment être savant pour maîtriser son alimentation de A à Z. Alors, c'est sûr qu'il faut toujours savoir maîtriser un peu ce qu'on mange. Donc, pardon. Je disais, il faut toujours savoir un peu ce qu'on mange. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait certaines années d'études pour pouvoir un peu conseiller ce qu'il y a à faire. D'accord? Donc, on va dire que, par exemple, pour éviter le diabète, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut respecter son équilibre alimentaire. Donc, on ne va pas consommer ce qu'on appelle des sucres rapides. D'accord? Isolés. Surtout, isolés. On va éviter ce qu'on appelle les pics de glycémie. Donc, le secret, ça va être de privilégier les aliments à index glycémique bas. Donc, ce qu'on appelle, on entend par là, les aliments faisant monter la glycémie lentement. D'accord? Donc, il faut également un apport plus important en fibres, donc en céréales, en légumes, d'accord, emprisonnant les sucres des aliments pendant la digestion, et c'est ça qui va vraiment nous permettre de contrôler sa glycémie. Il faut privilégier les féculents complets en évitant les produits raffinés et surtout en respectant les temps de cuisson
Sur les emballages, il est à noter que tout dépassement du temps de cuisson va changer la nature du sucre. D'accord ? Si on prend des pâtes, si on les fait trop cuire, le sucre lent va se transformer petit à petit en sucre rapide et pas avoir le même effet sur la glycémie. Bon, c'est al dente les pâtes, on le sait tous. Exactement. Voilà, ça c'est la règle. Comme les Italiens, par exemple. Ah bah oui. Donc, on va privilégier également tout ce qui est sucre complet. Je ne sais pas si vous connaissez le muscovado, par exemple. C'est du sucre, par exemple, où il y a le sucre et les restants de canne à sucre, des fibres de la canne à sucre. C'est quelque chose qu'on peut trouver facilement dans le commerce ou Exactement, oui. il faut aller un peu à l'aventure? Ah non, dans les grandes surfaces, ça se trouve. Oui. Ça se trouve. Oui. Tout comme le sucre de coco, par exemple, ce qui est aussi bon. Ah oui, le sucre de coco apparemment est très, très, très bon pour la santé. Voilà. Donc, par exemple, le sucre blanc va avoir un pouvoir sucrant 1,5 fois plus faible que le miel. D'accord ? Donc, on utilisera donc moins de miel pour sucrer ces préparations. Donc, d'où l'importance de bien choisir ces sucres. Et le sucre, surtout. Pour éviter tout problème d'obésité, le seul conseil qu'on peut avoir, c'est de respecter l'équilibre alimentaire. Là, on parle de pourcentage, mais c'est vrai qu'il faut vraiment mettre tout ce qu'il faut dans le repas sans excès. Et c'est ce qui va permettre, bien sûr, d'éviter cette prise de poids. Comme exemple, on peut dire que si on fait 5% d'excès au repas du midi et du soir, on va devoir supprimer la collation, d'accord, pour ne pas avoir d'apport calorique supplémentaire dans la journée. Donc, si on veut se faire un petit plaisir, on enlève 5% au repas du midi et au repas du soir. L'idée, c'est de gérer sa consommation sur la journée. On peut être un peu excessif à un repas si, effectivement, les repas suivants, on diminue d'autant. C'est ça. On contrôle. Ce que j'aime bien dire, c'est que normalement, tous les ingestats qu'on va avoir vont se lisser sur la journée et donc, du coup, vont être bien utilisés, stockés et utilisés, par exemple, quand on va faire notre activité physique. D'accord. Donc, pour éviter le problème du cholestérol et tout ce qui est maladie cardiovasculaire, on va respecter l'équilibre alimentaire, toujours pareil, avec un apport sucré limité. Donc, le surplus de sucre non utilisé par le corps va fournir l'énergie nécessaire qui va se transformer en graisse dans les cellules adipeuses. D'accord ? Donc, ils vont ensuite contribuer à boucher nos artères. D'où les problèmes d'athérosclérose, par exemple. On va éviter le beurre, qui est une source de matière grasse saturée, donc nous apportant tout ce qui est triglycérides et qui sont du mauvais gras. On va respecter la bonne utilisation des graisses. Donc l'huile d'olive, par exemple, elle ne va pas se faire frire. D'accord ? On va utiliser tout ce qui est pour faire les salades et on l'ajoute en fin de cuisson. D'accord ? Si l'on ne respecte pas cela, on va dire que les acides gras vont se transformer en triglycérides et ça va contribuer à boucher nos artères. Et donc, pour cela, il faut éviter tout ce qui est produits industriels qui contiennent des graisses transformées. Donc, pour lutter contre la dénutrition, il est conseillé une alimentation équilibrée avec un ajout de compléments nutritionnels, donc on appelle les compléments nutritionnels oraux hypercaloriques et hyperprotéinés, pour combler les apports qu'on ne va pas avoir dans la journée. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de l'équilibre alimentaire, mais donc du coup, l'équilibre alimentaire, qu'est-ce que c'est ? Une alimentation équilibrée et suffisamment variée et bien répartie dans la journée. D'accord ? Donc, elle couvre les besoins d'un individu, c'est-à-dire qu'elle apporte à l'organisme les calories nécessaires au fonctionnement du corps. Comment se compose une assiette équilibrée ? Donc, on prend une assiette, on va la décomposer en 3 parties, avec une partie protéine, avec un quart de l'assiette, donc tout ce qui est viande, poisson, œufs,
une partie féculent avec un quart de l'assiette, par exemple du riz, des pâtes, des pommes de terre, des céréales. Une partie légumes avec 2 quarts de l'assiette, que ce soit légumes crus ou légumes cuits. Attention, une alimentation équilibrée, ça passe aussi par la consommation de fruits et légumes, d'accord, le choix des bonnes graisses, une bonne hydratation et une consommation modérée de sucre. Alors, je peux faire une petite... Vous embêtez un peu. Là, je viens de voir les protéines avec des sources animales, par exemple. Hein. Moi, je suis pas du tout... Enfin, je suis pas végétarien. Hein, mais est-ce qu'on a d'autres choix que ça? Parce que pour le coup, on est en train d'entendre qu'il va falloir réduire notre consommation, par exemple, en viande carnée. Est-ce que on a d'autres solutions pour cette première partie? Parce qu'elle est importante, cette partie protéines. Est-ce qu'on a d'autres solutions? Alors, oui, les solutions, il y en a. Hein. Donc pour éviter tout ce qui est viande, on va en général associer tout ce qui est féculent avec légumineuses ou féculents céréales qui vont nous apporter ces protéines-là. D'accord, mais ces protéines-là, elles ne vont pas super bien être absorbées par le corps, ou moins que les protéines animales. Donc il faudra en mettre un peu plus. Ou par exemple ajouter des légumes pour avoir un apport en vitamines pour combler le déficit que pourraient nous apporter Exactement. Des sources carnées. D'accord, merci. Alors, une alimentation équilibrée, donc variée et diversifiée, doit être composée obligatoirement, comme on l'a vu, de protéines, de lipides, de glucides, de vitamines, de sels minéraux et de fibres, pour pouvoir couvrir l'ensemble des besoins et donc maintenir l'organisme en forme. C'est pour ça qu'il est donc conseillé de répartir ses apports alimentaires sur la journée et ne pas faire qu'un seul repas. Donc le fractionnement de l'alimentation est essentiel pour faciliter le travail du tube digestif et ça va éviter que l'organisme ne mette en réserve sous forme de graisse ce qu'on a consommé, quoi. Et donc, par conséquent, ce qu'il n'a pas pu utiliser au cours du repas. Donc nous allons donc voir un peu l'importance et la structure des repas de la journée. On commence par le petit déjeuner, donc il doit représenter 20% des apports journaliers. Donc c'est un repas essentiel car il est situé dans un moment clé de la journée. Donc on dit qu'il fait suite un peu à un jeûne nocturne qui était relativement long et il précède de différentes et nombreuses activités au cours de la matinée. Donc c'est pour ça que le matin, il nous faut de l'énergie. Le rôle de ce petit déjeuner, ça va donc être d'apporter de l'énergie, de maintenir la concentration, de la vigilance et de l'attention. Ça va éviter un peu tout ce qui est grignotage et sensation de faim avec un maintien du poids corporel et limiter ainsi les collations matinales. D'accord, donc ça évite un peu qu'on soit affamé au déjeuner et donc consommer un peu plus que ses besoins et après avoir un peu le coup de barre de 14 heures. Au niveau de la structure, on va être sur une boisson chaude ou froide pour une réhydratation de l'organisme, un produit céréalier qui va apporter tout ce qui est énergie sur le long terme, un produit laitier qui va apporter les protéines pour la satiété et un apport en calcium. Une portion de fruits qui apporte des sucres rapides, des fibres, des vitamines pour la mise en route du tube digestif comme on l'a vu tout à l'heure. Une portion de protéines qui va apporter du fer, d'accord, et une source de matière grasse qui va apporter les lipides pour les cellules. Et on va finir par un produit sucré pour le côté plaisir. Donc c'est ce qu'on disait, attention, le petit déjeuner qui n'apporte que des glucides vont être responsables du fameux petit creux de 11 heures. Donc quelle est l'importance du déjeuner maintenant ? Il doit apporter 40% des apports journaliers. D'accord ? Donc le déjeuner apporte l'énergie nécessaire pour les activités de l'après-midi. Il est essentiel car il va éviter un peu tout ce qui est grignotage de l'après-midi. S'il n'apporte pas assez d'énergie, on va avoir tout ce qui est faim et grignotage.
Au contraire, s'il est trop copieux, on va favoriser tout ce qui est somnolence. Et donc, il est donc important d'adapter les aliments et les portions. Sa structure, ça va être donc un produit céréalier pour l'énergie sur le long terme avec un apport en fibres. Donc, si on choisit des produits complets, bien sûr. Une portion de légumes pour l'apport en fibres, vitamines et minéraux. Une portion de viande, poisson, œufs pour l'apport en protéines et en fer. Une source de matière grasse pour assurer la couverture des besoins en lipides. Un produit laitier pour compléter l'apport en protéines et en calcium. Une portion de fruits pour un apport en fibres, vitamines et minéraux. Et éventuellement aussi, là, on peut mettre un aliment du groupe sucré comme une pâtisserie pour le plaisir. Alors, est-ce que je peux mettre mon grain de sel dans votre, Oui, dans votre déroulé? Excusez-moi, hein, mais je tique un peu sur le rapport au lait. Est-ce que on entend beaucoup de choses? Alors, je me fais le rapporteur de On-Dit, mais comme quoi le lait serait pas si fantastique déjà au niveau du calcium, qu'en tout cas on peut en avoir en apport d'autres à partir d'autres aliments et qui sont peut-être plus favorables à la santé. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau du lait? Docteur, si vous voulez intervenir, vous le pouvez aussi évidemment. Mais cet endroit du lait, il est souvent controversé. Alors c'est vrai on dit qu'il faut éviter les produits, enfin éviter, c'est pas éviter les produits laitiers, c'est au moins 2, 3, voire 4 produits laitiers par jour pour les seniors. On peut apporter ces produits laitiers aussi par les boissons végétales qu'on n'a pas le droit d'appeler laits végétaux. Ouais. D'accord. Mais ce calcium, ça va être apporté aussi par tout ce qui est légumes. Je me permets d'insister parce qu'effectivement, le calcium, quand on prend de l'âge, ça devient un élément essentiel pour sa structure osseuse. Et savoir prendre du bon calcium, c'est aussi difficile et important dans son alimentation. Donc c'est vrai que c'est important. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, plus on prend de l'âge, plus c'est vrai que les nutriments sont moins bien absorbés. D'accord ? Donc il va falloir apporter beaucoup plus, par exemple, de protéines et de calcium également. Mais, quoi qu'il en soit, si on consomme du lait, qu'on consomme des légumes, il faudra quand même rajouter une eau calcique, d'accord ? Une eau avec une haute teneur en calcium. Un apport parce de calcium. qu'il n'y aura jamais un apport suffisant, par l'alimentation du moins. Pardon, je vous ai coupé, je vous laisse continuer. Alors, au niveau de la collation, elle doit apporter 10% des apports journaliers, donc ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on veut la faire, on enlève 5% au midi et 5% au soir pour ne pas être en surconsommation calorique. D'accord, donc la collation, elle est obligatoire pour les seniors et les personnes âgées, et elle permet d'équilibrer un peu les apports alimentaires sur la journée dans le cadre d'une collation équilibrée, on parle. Donc elle permet d'éviter tout ce qui est grignotage, ou encore, elle peut correspondre à des personnes ayant peu d'appétit. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut fractionner son alimentation, donc on peut différer la prise de son dessert pour la prendre en collation. Pour la structure, on va avoir la même structure que le petit déjeuner, à savoir une boisson, un produit céréalier, un produit laitier, une portion de fruits et une source de matière grasse. Ah non, c'est tout. Donc, comme exemple, on va avoir par exemple un produit céréalier et une compote. Ou alors un produit céréalier et un fruit, ou encore un produit laitier et un fruit. Au niveau du dîner maintenant, il doit apporter 30% de l'apport journalier. Il est aussi important que le déjeuner. D'accord ? Donc il va apporter quand même de l'énergie pour éviter tous ces grignotages en fin de soirée ou nocturne. Et s'il n'est pas trop copieux, il facilite l'endormissement sans perturber forcément le sommeil. La structure du dîner, ça va être un produit céréalier, une portion de légumes, une portion de protéines, une source de matière grasse, un produit laitier et une portion de fruits. Donc, que doit-on alors consommer pour avoir tous les nutriments nécessaires ?
Pour avoir tout ce qui est nutriments nécessaires, il faudra consommer des portions plus importantes de protéines, de calcium, de vitamines et de minéraux à chaque repas. Donc ce qu'on disait, c'est qu'avec l'âge, le corps assimile plus difficilement tous ces nutriments et va donc provoquer des carences. Pour cela, il est conseillé de consommer 5 fruits et légumes par jour, donc 3 légumes et 2 fruits, 2 légumes secs par semaine, une poignée de fruits à coque par jour, un féculent complet par jour minimum, ce qu'on disait 4 produits laitiers par jour pour les seniors. On va quand même avoir nos 2 viandes rouges, 3 œufs par semaine, et on va quand même privilégier tout ce qui est volaille pour la protéine. On va avoir 2 fois par semaine du poisson, dont un gras. Donc quand on parle de poisson gras, ça va être le saumon, la sardine, le maquereau par exemple. Le hareng aussi, c'est vrai. Alors pour les matières grasses, on va privilégier au maximum l'huile de colza et l'huile d'olive si on l'utilise de la bonne façon. On va limiter tout ce qui est charcuterie à 150 grammes par semaine et réduire tout ce qui est sel, aliments gras, sucrés, salés et ultra transformés. Un petit conseil, donc pour un apport en calcium optimal, il est conseillé de compléter son alimentation par un apport hydrique riche en calcium. Donc en vieillissant, la sensation de soif diminue, bien que les besoins soient tout autant importants et nécessaires. Donc il est possible de compenser ces besoins en calcium en consommant davantage de légumes. Donc à savoir que c'est vraiment la deuxième source la plus importante de calcium après les produits laitiers. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas s'écouter. Si on n'a pas soif, il faut boire quand même. C'est très difficile à faire, ça. Alors c'est très difficile à faire, c'est sûr. Mais quand la sensation de soif est là, on est déjà déshydraté. Hein. Il est trop tard. C'est trop tard déjà. Donc il faut y penser, être régulièrement près d'une bouteille d'eau ou d'une gourde. Très bien. Donc merci, Monsieur Abba. Voilà. Nous allons revenir vers le docteur Molinier pour cette fois parler effectivement des vitamines et des compléments alimentaires. Vous avez commencé à en parler, Monsieur Abba, dans votre descriptif, ce qui veut dire que on peut être dans l'obligation, même si notre alimentation est bonne, de se complémenter. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut toujours quand même avoir un certain apport en vitamines et en minéraux, même si par l'alimentation on ne les aura peut-être pas toutes, il faut se complémenter. On va en parler. Peut-être le bouton vers le haut, je sais pas, c'est possible. On va en parler. Celui de monsieur, comme ça, si vous voulez intervenir, vous l'aurez. Merci, vous m'entendez bien. Donc on va parler surtout des compléments alimentaires. Je ne vais pas parler des vitamines parce que c'est peut-être un peu long, mais c'est vrai que normalement, si on a une alimentation équilibrée et diversifiée, on n'a pas besoin de rajouter des vitamines. On a parlé du poisson, c'est important parce que dans le poisson, il y a de la vitamine D. Mais la vitamine D, vous savez, c'est aussi grâce au soleil qu'on a la vitamine D. Donc normalement, prendre des vitamines en plus, là aussi, il y a une grande mode, on va le voir avec les compléments alimentaires. On va dire que pour quelqu'un qui mange normalement, il n'y a pas de besoin. C'est vraiment, les vitamines sont là pour des gens qui sont soit dénutris, comme on a vu, soit qui font des régimes sévères. Par exemple, les gens qui font des régimes véganes, où ils mangent absolument ni viande, ni poisson, ni œufs, ont absolument besoin d'avoir une supplémentation en vitamine B12. La B12, c'est une vitamine qui n'existe que dans le règne animal, donc chez le poisson, les animaux et dans les œufs. Donc pour les véganes, il faut absolument qu'ils aient des ampoules de vitamine B12 à boire tous les jours. Sinon, il n'y a pas vraiment d'autres vitamines. On parle beaucoup de la vitamine D en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui prennent de la vitamine D. Donc on en a parlé pas mal en plus avec l'épidémie de Covid en disant que ça faisait du bien au Covid. Bon, ça, on n'en sait absolument rien. Mais disons que ça ne fait pas de mal de prendre de la vitamine D, mais ce n'est pas absolument obligatoire. Si vous mangez une boîte de sardines, vous avez autant de vitamine D que si vous prenez quasiment une ampoule de Stérogil ou du V-Dose qu'on donne habituellement. Et avec les arêtes, beaucoup de calcium. Et avec les arêtes, du calcium en plus. Plus que le lait. Voilà. Plus que le lait. Voilà. Alors,
Alors je vais vous parler un peu donc des médicaments, des produits ultra transformés et des compléments alimentaires, puisque c'est le progrès a fait qu'on a une industrie d'alimentation qui nous fournit énormément de choses et parfois énormément de choses toutes préparées, ce qui est assez pratique, on va le voir, mais qui peut avoir quelques inconvénients. Donc il y a on définit 3 types d'aliments. Les produits bruts, c'est les produits qu'on mange tels qu'ils sont cueillis ou autres. Ce sont les fruits, les légumes, toutes les salades que vous faites. Il n'y a aucune transformation. Vous mettez juste un peu d'huile d'olive. C'est ce qu'on appelle les produits bruts. Les produits transformés, c'est des produits courants, on va dire, de cuisine, des produits un peu historiques. Le pain, le fromage, le thon, les haricots ou les pois en conserve, qui subissent une petite transformation, mais peu de choses. Et ce qu'on appelle aujourd'hui les produits ultra transformés, c'est les produits qui sont un mélange d'aliments et qui ont souvent des additifs pour permettre une conservation très longue. C'est ce qu'on trouve souvent en supermarché, donc ce que j'ai marqué ici, des plats tout préparés, des pizzas surgelées, des saucisses. Le chocolat est considéré comme un aliment ultra transformé parce qu'il y a beaucoup de transformations. Certains gâteaux, certaines boissons et les sodas qui sont considérés comme des aliments ultra transformés. Donc c'est le progrès, mais on va voir que ça peut causer des soucis. Mais on en consomme beaucoup actuellement. Donc, dans cette étude sur la consommation alimentaire en France, les produits non transformés représenteraient 33% de notre consommation, donc c'est-à-dire les produits bruts, les produits transformés 25% et les produits ultra transformés 31%. C'est 50% aux États-Unis. Alors ça a des gros avantages, les aliments ultra transformés, c'est que c'est rapide à préparer. Vous achetez ça et vous le mettez dans un micro-ondes et c'est prêt en 2 minutes. Donc quand on est pressé, ça peut être bien. La conservation est longue. Et puis, bien que ce soit des aliments ultra transformés, il y a quand même une sécurité sanitaire, il y a de l'hygiène. Et puis après, il faut mettre en balance le coût. Alors c'est quand même moins coûteux d'acheter des aliments et de se préparer soi-même. Mais souvent, ce n'est pas toujours excessif, ces aliments ultra transformés. Les inconvénients, donc il y en a, c'est quand même ces aliments ultra transformés, ils ont le plus souvent une moins bonne qualité nutritionnelle. Il y a plus de sel parce que ça permet de mieux les conserver, il y a plus de sucre parce que ça donne du goût, il y a plus de graisse parce que le gras, c'est ce qui est bon aussi, ça donne du goût. Il y a moins de fibres et souvent un peu moins de vitamines parce que la conservation élimine certaines vitamines, il y a moins de minéraux. Donc, tous ces aliments ultra transformés contiennent des additifs, ça on le sait depuis longtemps. Le problème des additifs, c'est qu'on ne sait pas très bien leur effet à long terme. Bon, ça fait quand même un moment qu'on les utilise, ça fait 30 ou 40 ans. Donc il y en a certains additifs qui ont été éliminés parce qu'on savait qu'ils étaient nocifs. Donc on peut espérer que ceux qui restent aujourd'hui dans le commerce ne soient pas nocifs, mais on ne le sait pas très bien. Et puis vous connaissez sans doute tous le Nutri-Score qui permet de juger un aliment de A à E, qui est utilisé par certains, qui est d'actualité. Donc ces aliments ultra transformés, ils sont considérés comme étant à 80% dans des scores qui sont pas très bons, dans des scores C, D ou E. Votre constat, vous, sur le Nutri-Score, ça vous paraît intéressant, utile ? Oui, je pense que c'est intéressant, c'est très facile à regarder, puisqu'on regarde directement le Nutri-Score. Et c'est quand même un score qui a été validé, qui a été fait de façon, on va dire, scientifique, qui a été fait par des gens qui connaissent bien la nutrition. Donc je pense qu'on peut avoir confiance dans le Nutri-Score, même si ce n'est pas la panacée, et qu'il y a des aliments qui vont être classés A, et on ne va pas bien comprendre pourquoi. Il y a des saucissons, des saucisses, par exemple, qui vont être mieux classés que des céréales, mais parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui rentrent dans son Nutri-Score. Mais donc en général, quand même, si vous voulez bien manger, essayez de prendre les aliments qui sont les mieux classés sur le Nutri-Score. Est-ce qu'on peut faire un petit sondage à main levée ? Qui regarde le Nutri-Score quand il fait ses courses ? Ah, ça reste une majorité quand même, d'accord. Merci. Ah, c'est une belle majorité dans la salle en tout cas. Et puis, dernière chose pour ces aliments ultra transformés, je vous dis qu'il y avait beaucoup d'hygiène, mais vous voyez, c'est quand même, il y a beaucoup de manipulation, c'est fait de façon industrielle, donc c'est pas exactement ce que vous faites dans la cuisine. Là, ici, cette dame, elle a un masque, elle a des gants, elle a une blouse. Dans sa cuisine, on ne met pas tout ça. Et donc, il y a parfois des dérapages, des incidents, parce que malgré les contrôles, l'hygiène n'est pas toujours très bonne. Et vous vous souvenez tous de ces problèmes de pizza Buitoni contaminée, c'était en 2022, si je ne me trompe pas.
il y avait un microbe qui était le colibacille, qui était lié à une mauvaise hygiène au niveau de la chaîne alimentaire d'une industrie qui était dans le nord, d'une industrie buitonie, et qui a contaminé une 50aine d'enfants, dont 2 d'entre eux, malheureusement, sont décédés d'un syndrome qu'on appelle le syndrome hémolytique et urémique. Voilà, donc c'est des cas quand même exceptionnels. Hein. C'est vrai que je suis peut-être un peu anxiogène, mais bon, c'est non, c'est anxiogène, non. N'y croyez pas trop, docteur, c'est pas du tout ça. Voilà. C'est que ça nous alerte et c'est très important. On voit des sociétés qui se spécialisent dans la livraison de plats dits diététiques. C'est donc des produits ultra transformés qui se veulent diététiques. Quel est votre avis là-dessus ? Alors il y a de tout justement dans les livraisons à domicile, hein, vous faites bien de le dire. Il y a des livraisons de plats ultra transformés parce que c'est le plus facile, mais il y a aussi beaucoup de sociétés qui prennent en compte justement le Nutri-Score, le bien manger, et qui proposent des plats préparés qui sont livrés à domicile et qui sont d'excellente qualité nutritionnelle. Souvent, donc beaucoup de personnes âgées se font livrer des plats à domicile. Et maintenant, beaucoup de plateformes de livraison, mais qui sont spécialisées justement dans la livraison des personnes âgées, font attention à ça. On va dire un petit mot des compléments alimentaires, parce que là aussi c'est à la mode. Hein, rapidement, il nous reste 20 minutes. Bon, je vous le dis à tous les deux. Compléments alimentaires, j'en ai pour peu de temps. Donc les compléments alimentaires, on en a parlé un petit peu. C'est très à la mode de prendre des compléments alimentaires. Ces compléments, qu'est-ce que c'est ? C'est pas des médicaments, on ne peut pas appeler ça des médicaments. Ce sont des produits qui sont effectivement vendus souvent en pharmacie, mais qu'on peut trouver sur Internet aussi. C'est à base de plantes, de vitamines, de minéraux, d'eau trop concentrés, qui auraient des effets nutritionnels ou physiologiques. Alors c'est vrai que beaucoup de médicaments qui ont prouvé leur efficacité sont à base de plantes, de minéraux, mais là ce sont on va le voir, des produits qui n'ont pas prouvé pour la plupart leur efficacité. Donc vous voyez, ces compléments sont présentés comme des produits qui contribuent à améliorer les apports nutritionnels des consommateurs et les aident à faire plein de choses. Hein, quand vous regardez dans une pharmacie, mais il y a tout un panneau de compléments alimentaires qui vous aident à mincir, affronter l'hiver, mieux digérer, avoir de beaux cheveux, réduire les désagréments de la grossesse, ralentir le vieillissement. Donc là, j'en ai mis 2 sur le côté. Un qui donnerait de la bonne humeur et surtout un autre qui est un élixir de longue vie à base de reishi. Voilà. Quelle marque, dites-nous ? Voilà, reishi, voilà la marque ici. Alors, j'ai pas mis le prix, j'ai pas d'action. Hein. Voilà, vous voyez, il y a énormément de compléments alimentaires et énormément de dénominations. Donc c'est à la mode parce qu'on en consomme de plus en plus. Donc d'après l'étude sur la consommation alimentaire des Français, 22% des adultes consomment des compléments alimentaires, ce qui est beaucoup, mais ce qui est la réalité. La durée annuelle de la prise d'un complément alimentaire est en moyenne de 4 mois et demi chez les adultes. Donc en France encore, les compléments alimentaires sont toujours principalement achetés en pharmacie, on va voir que c'est mieux, mais l'achat sur Internet se développe. Puisque depuis 2015, on est passé de 1% d'achats sur Internet à 11% d'achats sur Internet des compléments alimentaires. Donc le complément alimentaire, ce n'est pas un médicament. Donc il ne peut donc revendiquer aucun effet thérapeutique. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que sur les boîtes de ces compléments alimentaires, vous avez plein de choses qui sont marquées, guérit le diabète, va vous faire rajeunir, va faire disparaître vos rhumatismes. Donc il y a plein de choses qui sont interdites normalement que les compléments alimentaires ne devraient pas avoir le droit d'inscrire et qui sont inscrits. Il y a une réglementation pour ça. C'est ce que j'ai marqué. Les allégations nutritionnelles et de santé susceptibles d'être indiquées sur les produits sont strictement encadrées par la réglementation européenne. Normalement, on n'a pas le droit de mettre d'allégations sur la santé et sur les maladies. Mais malheureusement, les fabricants ne respectent pas ces obligations. Il y a une étude qui est parue récemment qui dit qu'il y a plus de 50% des compléments alimentaires qui ne respectent pas les obligations de la Commission européenne. Ah, c'est un peu superposé. Donc, ce que je vous ai dit, ces compléments alimentaires, il n'y a pas d'études scientifiques qui prouvent leur efficacité. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas efficace. Je dis que il n'y a pas moi, mais on n'en sait absolument rien. Les fabricants de compléments alimentaires ont juste besoin de montrer que ce n'est pas nocif. Donc ça peut être est-ce que c'est bénéfique ? On ne le sait pas, on va le voir. En tout cas, ils n'ont pas besoin de faire d'études comme les médicaments qui sont obligés de montrer qu'ils sont efficaces contre placebo ou contre d'autres médicaments. Donc il n'y a aucune étude qui est nécessaire. Moi, si je veux, je peux mettre à disposition en pharmacie de l'herbe de mon jardin en disant que ça va vous faire repousser les cheveux. J'ai juste besoin de montrer que ce n'est pas nocif. Voilà.
Normalement, en dehors de carences avérées, l'évidence, la preuve de l'effet positif des compléments alimentaires est le plus souvent nulle ou négative. Donc il y a eu pas mal d'articles, des articles scientifiques, médicaux, mais il y a aussi des articles grand public qui le soulignent. Donc est-ce que les complémentaires ont un effet bénéfique ? Je vous dis, pourquoi pas, mais on n'en sait rien. Voilà, je vous ai dit, beaucoup de médicaments sont à base de plantes, de minéraux. On sait qu'il y a beaucoup de plantes aux minéraux qui sont actifs sur la santé, donc ça marche peut-être, mais il n'y a pas d'études. Donc c'est plutôt un ressenti personnel. Chacun va se sentir bien avec un complément alimentaire, pourquoi pas. Voilà, mais il faut savoir que rien n'est prouvé. Il y a quelques effets délétères, donc il y a un coût. Là, évidemment, les compléments alimentaires, c'est comme toute industrie, le but c'est de gagner de l'argent. Donc il y en a certains qui sont très coûteux. Certaines plantes ou minéraux sont quand même toxiques, donc il y en a pas mal, mais vous avez peut-être entendu parler aussi il y a quelques temps d'un rappel de certains compléments alimentaires à base de curcuma, parce qu'il y avait des cas d'hépatite, dont certaines sévères. Il y a des effets indésirables quand ils sont associés à des médicaments, donc on en a parlé avec le millepertuis quand il était associé aux anticoagulants, aux antivitamines K, qui augmentaient l'effet des anticoagulants et qui faisaient saigner. Et puis, souvent, alors quand c'est acheté en pharmacie, on va dire que c'est un peu plus sérieux, mais si vous achetez des produits sur Internet, vous ne savez pas ce que vous achetez. Et on l'a vu beaucoup dans le domaine du sport, avec des sportifs qui s'achètent sur Internet des produits alimentaires ou qui sont vendus comme améliorant leur performance, vont leur permettre de devenir champion olympique. Et puis, ils se font prendre pour dopage. Et ils soutiennent qu'ils ne sont pas dopés. Effectivement, pour certains, il a été prouvé que c'est des compléments alimentaires qui les ont dopés à leur insu. Pas dire à l'insu de leur plein gré, mais à leur insu. Voilà. Donc là, on a parlé récemment, pour ceux qui s'intéressent au tennis, de la Roumaine, la Simona Halep, qui a été convaincue de dopage à l'EPO. Donc l'EPO, vous savez, c'est une hormone qui fait augmenter le taux de globules rouges. Ça marche très bien comme dopage, c'est très efficace. Elle a soutenu qu'elle n'avait jamais pris d'EPO. Effectivement, elle a fait analyser dans un laboratoire parisien tous les aliments qu'elle promet et les compléments alimentaires. Et on en a acheté un sur Internet qui s'appelle le Quantum Nutrition et qui contenait de l'EPO. Elle ne le savait pas et c'était marqué nulle part sur la boîte de compléments alimentaires. Donc attention. Donc quelques conseils si vous prenez des compléments alimentaires. Demandez conseil à un professionnel de santé, j'ai marqué ça, mais si vous me demandez conseil à moi, je ne suis pas spécialiste et je vous dis les compléments alimentaires, je ne pourrais pas trop vous dire quoi en penser. Évitez en tout cas des prises prolongées, répétées ou multiples, respectez bien les conditions d'emploi, soyez, dans ce que je vous dis, vigilants et critiques quant aux produits présentés comme miraculeux. Il n'y a pas de miracle en médecine. Donc privilégiez les produits vendus en pharmacie et pas sur Internet. Et je vous rappelle que normalement, une personne en bonne santé n'a pas besoin de compléments alimentaires si elle a une alimentation diversifiée et équilibrée. Les compléments alimentaires en médecine ont un intérêt démontré par des études donc chez les dénutris, ça c'est certain. Il faut donner des compléments alimentaires à base de Rénutril ou autres, certains connaissent peut-être. Et puis dans de rares pathologies, comme dans la DMLA, où on donne des compléments alimentaires pour améliorer cette pathologie. Pour M. Abba, il nous reste 10 minutes. Malheureusement, le temps passe à une vitesse folle avec ce sujet qui est vraiment incroyablement dense. Monsieur Abba, donc, on va parler maintenant des profils de mangeurs et aussi, et surtout, l'importance, revenons à la source du problème, l'importance de faire ses courses et d'avoir un œil éclairé justement sur ce que nous allons acheter pour pouvoir le consommer plus tard. Alors, exactement. Donc, on va un peu regarder, se pencher un peu sur les 7 profils de mangeurs et donc comment faire ses courses. Mais tout d'abord, on va un peu se représenter nos propres représentations. Donc, comment se présente l'assiette de nos envies. Donc, avec justement les 7 profils de mangeurs, avec le profil numéro 1, avec la moitié des hommes qui vont manger surtout avec plaisir et avec un bon appétit. D'accord ? Donc, le profil numéro 2, ça va être 80% des femmes qui vont être sensibles aux effets de l'alimentation sur la santé. Le profil numéro 3, avec 86% des femmes qui vont avoir le moral en berne, des choix alimentaires davantage gouvernés par les émotions et des baisses de capacité olfactive. Le profil numéro 4, ça va être avec des personnes en bonne santé et actives, avec une bonne estime de soi et qui vont avoir une appétence pour les produits carnés, qui vont préférer les produits carnés.
Le profil numéro 5 avec la conservation d'un bon appétit, avec une sensibilité pour une alimentation santé. Le profil numéro 6 avec des personnes ayant des difficultés à manger. Donc là, on va trouver tout ce qui est troubles bucco-dentaires, des douleurs en bouche, par exemple. Et le profil numéro 7 avec des personnes souffrant de solitude et présentant des symptômes un peu dépressifs. Et là, on va avoir tout ce qui est risque de dénutrition. D'où le plaisir de manger et de faire ses courses, justement. Donc le plaisir de manger, qu'est-ce que c'est ? Lorsque nous mangeons avec plaisir, nous allons vivre des plaisirs qui sont sensoriels, des plaisirs symboliques comme le partage, la convivialité, la détente, le réconfort et le souvenir. C'est pourquoi le plaisir alimentaire est un élément clé d'une alimentation saine et équilibrée. Donc nous allons retrouver un certain bien-être. Le fait de manger, c'est un besoin vital, autant y ajouter du plaisir. Si l'on ne prend pas ce plaisir à manger, nous allons nous confronter un peu à des perturbations du comportement alimentaire à moyen terme. Si l'on se force à manger, on ne va avoir aucun plaisir, donc on mange peu, on prend le risque de perdre du poids ou de tomber en dénutrition. Et aussi une diminution de la variété alimentaire. On va manger un peu la même chose. Si l'on mange avec ses émotions, ça va être aucun plaisir car on va regretter. On va prendre le risque de prendre du poids, on peut tomber en obésité et avoir une surconsommation calorique. Pour garder ce plaisir de manger, on va choisir des aliments de bonne qualité, mais aussi plaisants à déguster. Il faut également écouter les sensations de son corps, dans tout ce qui est faim et satiété. Il faut prendre le temps de cuisiner des plats que l'on aime et le temps de déguster. Donc 20 minutes, c'est le temps minimum que l'on conseille et le temps nécessaire au cerveau pour enregistrer l'information « je mange ». Il faut également partager les repas, créer des souvenirs, de la convivialité et attention, quand on mange, on ne fait aucune autre activité. Donc le vieillissement va s'accompagner de nombreux changements physiologiques, sensoriels, psychologiques et sociologiques, susceptibles de moduler un peu le comportement alimentaire et le statut nutritionnel des seniors. À savoir que le plaisir de manger, c'est manger ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie. C'est l'acte un peu de cuisiner les aliments que nous apprécions et c'est la découverte de nouveaux aliments, de nouvelles saveurs, de nouveaux plats. Il ne faut pas oublier que le plaisir de manger, c'est à tout âge. C'est le moteur d'une bonne prise alimentaire avec tout ce qui est convivialité, le goût, la variété des aliments, tout en gardant l'équilibre alimentaire qu'on a vu tout à l'heure. D'où l'importance de faire ses courses. Donc, il existe 3 organisations différentes pour faire ses courses dans l'acte culinaire au quotidien. Donc, avec un comportement d'anticipation, donc la personne va anticiper ses repas et aller s'approvisionner en magasin. On va avoir le cas de l'anticipation-improvisation, donc la personne s'approvisionne, puis anticipe ses repas selon ce qu'il a acheté en magasin. Et ensuite, vraiment, l'improvisation, donc la personne s'approvisionne aléatoirement en magasin et fera ses repas chaque jour selon ses envies. Pour le petit conseil, c'est de ne jamais faire ses courses le ventre vide. Donc, lorsque nous avons faim, nous sommes tentés d'acheter un peu tous les aliments qui nous tombent sous la main. Donc, du coup, se trouver avec des produits ultra transformés, des bonbons, des chips, par exemple. Donc, quand l'appétit ralentit et quand l'envie de manger va diminuer, un échange avec un voisin sur des préparations culinaires peut redonner un peu le goût de cuisiner. Et de faire partager un peu à ses proches ses préparations et ses découvertes. Parce qu'on le sait, se nourrir, ce n'est pas que manger. Au niveau physiologique, avec le vieillissement, il y aura des modifications. Donc, il faut maintenir un bon état de santé et un poids stable et prévenir ainsi les carences pour éviter toutes les sortes de pathologies qu'on a vues au début.
Donc le corps va subir comme modification une baisse des besoins énergétiques, une activité hormonale ralentie, donc qui va entraîner cette diminution de la fixation de calcium sur les os, une diminution de l'élimination des déchets, d'où une accumulation d'acide urique. On va avoir une accumulation de cholestérol également. La baisse des sécrétions digestives, donc c'est pour ça qu'on va moins bien digérer les protéines. La baisse des fonctions hépatiques et pancréatiques, d'où la perturbation du métabolisme lipidique et glucidique. Donc c'est pour ça qu'on va se retrouver vers du cholestérol et le diabète. La baisse de la motricité du tube digestif, donc une digestion un peu plus lente. D'accord ? Et une diminution de la rétention d'eau des tissus, d'où une facilité pour le corps à se déshydrater. Et une baisse du goût pour la viande et une hausse du plaisir pour les produits sucrés. Et je tends le micro effectivement au docteur Molinier. Ce sera les 5 dernières minutes de notre entretien. Après, je l'ai promis, je tendrai le micro à la salle. Préparez vos questions, elles vont arriver. Ce sera dans 5 minutes, le temps que le docteur Molinier termine son exposé. Et Oui, on va terminer juste sur un plan un peu plus large sur le bien vieillir, mais je vais juste... donc je rappelle la diapositive que j'ai mise. Donc pour bien vieillir, il faut bien manger, faire du sport, voir son médecin, être en forme moralement, renforcer ses liens sociaux et stimuler son cerveau pour travailler la mémoire. Mais il y a un élément dont on ne parle pas beaucoup, qui est le fait d'être positif. Voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Donc ça, c'est un élément très important. Alors aujourd'hui, dans notre société d'hyperinformation, on est assailli d'informations plutôt négatives. Je pense que vous êtes comme moi. Donc c'est comme ce patient, vous voyez, qui est allongé sur le divan de son médecin ou de son psychiatre et qui lui dit que des choses qui ne vont pas, les pesticides, la déforestation, réchauffement, on peut en rajouter, la guerre, etc. Et son médecin lui dit, mais il y a plein de choses à côté qui vont bien, vous voyez, on n'en parle pas, conquête spatiale, médecine connectée, intelligence artificielle, etc. Donc ça, c'est très important. Et alors, si je vous dis ça, c'est que ça a été prouvé scientifiquement. Nous, en médecine, on aime bien les preuves. Hein. Ce que je vous ai dit, quand il n'y a pas de preuves, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des preuves que être optimiste ou être positif, ça permet de vieillir en meilleure santé. Donc il y a 2 grandes études que j'ai notées ici, mais donc il y en a plusieurs qui ont été faites, mais il y en a 2 grandes. Hein. Vous voyez, la première, c'est une étude qui date de 2022, qui a été faite sur plus de 150 000 femmes de 50 à 79 ans. On leur a posé un questionnaire et on les a suivies pendant 26 ans. Eh bien, les femmes qui étaient les plus optimistes vivaient 4 ans de plus que les femmes qui étaient les plus pessimistes. Et la même chose a été faite, une deuxième étude qui est un peu plus ancienne, qui date de 2019. On a suivi pendant 10 à 30 ans des 70 000 hommes et femmes. Ben, les participants qui avaient un niveau le plus élevé d'optimisme étaient 1,5 fois chez les femmes et 1,7 fois chez les hommes plus nombreux à atteindre 85 ans que ceux qui étaient les plus pessimistes. Donc il faut être positif. Voilà. Et être positif, ça se travaille. C'est pas facile tous les jours, je suis d'accord avec vous. Il y a des jours où on n'est pas en forme, on n'a pas envie d'être positif, on a envie de râler. En plus, on dit que les Français, nous, on est des râleurs. Donc il faut un peu arrêter de râler tout le temps. Voilà, il ne faut pas se plaindre sans raison, il faut plutôt partager des expériences positives. Par exemple, si vous êtes allé voir une exposition et qu'on dit « Ah, c'était bien ton expo », « Ah, ben non, j'ai eu mal au dos, j'ai eu mal aux jambes parce que je suis resté longtemps debout, et puis il faisait chaud dans l'exposition », ben non, dites plutôt ce que vous avez vu, ben dites « Oui, les tableaux étaient sympas à voir, l'expo était aérée, c'était très bien ». Il ne faut pas ressasser le passé, il ne faut pas dire si j'avais su, on aurait dû, il fallait faire. Il faut éviter ça. Il faut être tolérant, bienveillant, ça permet d'être positif. Il faut garder le sourire. Vous savez que c'est toujours plus agréable de tendre la main à quelqu'un qui vous sourit que de tendre la main à quelqu'un qui fait la gueule. Il faut s'entourer de personnes positives. Il faut passer moins de temps à écouter et à lire des médias négatifs. Si vous passez votre journée à regarder BFM TV, c'est sûr qu'à la fin de la journée, vous allez être complètement déprimé. Il faut lire des livres constructifs et positifs, il faut regarder des films motivants, il faut écouter des chansons inspirantes. Si vous n'avez pas le moral et que vous mettez une chanson gaie, ben vous allez voir, vous aurez un moral qui sera un peu meilleur. Voilà, donc c'était la conclusion médicale, sur ce thème, être positif. Je veux juste vous parler de ce que nous faisons au centre de prévention. Il s'appelle le centre de prévention du bien vieillir, donc c'est pour aider les retraités à bien vieillir. Voilà, nous avons
2 centres à Marseille, un centre à Aix-en-Provence, et nous faisons d'autres de bilans de prévention. On peut les faire donc dans nos centres. Ça se fait aussi depuis quelque temps par vidéo via Doctolib et aussi par téléphone. Ce sont des parcours de prévention qui sont financés par les caisses de retraite Agirc-Arrco, qui sont complètement gratuits. On vous propose un rendez-vous avec un médecin qui va faire le point sur votre santé en général. Donc c'est complémentaire de ce que peut faire votre médecin de famille. On va surtout axer ça sur la prévention et sur le bien vieillir. Vous aurez un rendez-vous avec une psychologue aussi. Ça peut être l'occasion pour certains de voir pour la première fois une psychologue. On va vous envoyer à l'avance un auto-questionnaire qui va nous permettre de mieux vous connaître. Au total, ça dure 1h30. Vous avez 2 rendez-vous de 45 minutes avec chacun des praticiens. Donc l'objectif, ce n'est pas de soigner, c'est vraiment faire de la prévention. Le soin, c'est votre médecin qui traitant qui le fait, c'est d'identifier des facteurs de vulnérabilité, de fragilité, des facteurs qu'on a vus qui sont modifiables, sur lesquels on va pouvoir agir pour vous permettre de vieillir en meilleure santé. Et puis ça va permettre de susciter justement une prise de conscience de vos potentiels. On fait un compte-rendu, à l'issue de l'entretien, on fait un compte-rendu qu'on vous adresse et qu'on peut adresser à votre médecin de famille avec des conseils. On vous propose éventuellement de participer à des ateliers. Certains sont faits dans nos centres de prévention, mais on vous donne des adresses des ateliers qui sont faits à Marseille, proposés par la ville de Marseille notamment. Et si besoin, on peut vous proposer une consultation de suivi à 3 et 6 mois. Donc si vous voulez faire ces bilans de prévention, donc il y a 14 centres en France, et puisqu'on est à Marseille, venez à Marseille. Donc vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au numéro qui est inscrit ici, 04 96 13 03 50, ou directement en vous rendant sur le site centredeprévention.com. Donc c'est ouvert à tous les gens qui ont cotisé pour les caisses de retraite Agirc-Arrco, donc tous les gens qui ont travaillé dans le privé. Comment ? Oui, voilà, à Reims, il y a l'espace retraite qui est à Reims, là, à la Joliette. Oui. Donc, tous ceux qui ont travaillé dans le privé, on va dire, au moins un trimestre dans leur vie, peuvent bénéficier de ces bilans de prévention. Vous pouvez venir avec votre compagnon, votre mari, votre femme, même s'il ne dépend pas des caisses de retraite Agirc-Arrco. Et voilà, si vous allez sur le site du centre de prévention, pour prendre rendez-vous, vous avez ce petit encart en haut. Vous cliquez dessus, vous tapez sur Ville de Marseille et vous pourrez prendre un rendez-vous. On vous rappelle les numéros de téléphone, mais vous pouvez prendre un rendez-vous via la plateforme Doctolib. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre écoute.